bien de féliciter nos mineurs qui n'ont ménagé ni leur peine, ni leur fatigue, et parfois leur vie. Ils sont demeurés à la pointe du combat pour la reconstruction, comme ils avaient été à la pointe du combat contre l'envahisseur. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Le sauvetage spectaculaire des 33 mineurs du Chili, ensevelis à 700 mètres de profondeur dans leur quête d'or et de cuivre, ayant finalement été arrachés aux puissances telluriques sous le regard des télévisions du monde entier, ce sauvetage virant à l'épopée conduit tout droit à l'évocation d'un univers sans pareil. Il s'agit de ce monde souterrain qui a joué un rôle fondamental dans l'essor économique des sociétés occidentales pendant plus d'un siècle, jusque vers les années 1950 ou 1960, et qui conserve encore sa pleine importance dans les pays qu'on appelle aujourd'hui émergents, en Chine en particulier. Le charbon spécialement, défini comme le pain de l'industrie, selon une formule fameuse, étant arraché aux profondeurs de la terre, a donné naissance très tôt à une symbolique puissante. C'est la symbolique des gueules noires, premiers serviteurs d'une prospérité collective, figure mythique suscitant un mélange de compassion pour leur terrible labeur et d'admiration pour leur endurance, leur solidarité professionnelle et surtout leur place au premier rang dans les luttes syndicales qui ont arraché peu à peu des concessions aux brutalités d'un capitalisme impitoyable. Et c'est de la France principalement, que nous allons parler. Avec Diana Cooper-Richet, maître de conférences à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Diana Cooper-Richet, qui connaît très bien l'histoire de ce peuple de la nuit, pour reprendre le titre du livre qu'elle lui a consacré. Laisse la femme, pousse la porte, l'aube est sur le bord, et battant par les rues mortes du village qui dort. Le puits est à 3 kilomètres, au bout de la bise, au bout de la pluie, au bout de la route. Comment ne pas le reconnaître avec ces monts de charbon gris qui rendent la terre couleur de suie. D'autres hommes ont pris ton pas et racontent des histoires de gueules noires, des histoires qui vous mènent là. Oui, là, juste là où il s'ouvre, avec sa grande gueule pleine de nuit, le puits. Et la benne charrie son monde au cœur de la terre. Et la descente est profonde jusqu'au travail d'hier. Le puits alors commence à vivre. Les petites lampes allument sa nuit d'une lumière pâle. Et puis le grand combat se livre en bas, se livre au fond, entre les hommes et le charbon. Et toi, mineur, que fais-tu près du wagonnet qui roule avec la sueur qui coule tout le long des torses nus? Tu l'aimes et pourtant il te crève avec sa poussière et ses bruits, le puits. Le puits est à 3 kilomètres, 3 kilomètres derrière lui, derrière son ombre. Voilà
son toit, voilà ses fenêtres, sa petite barrière qu'il pousse du pied, le grand baquet pour se nettoyer. La nuit a mangé le jour et l'homme a mangé la soupe, et la nuit soudain se coupe d'une grosse envie d'amour. Il y a aux quatre coins de son cœur sa mère, sa femme, son gosse et puis le puits. Diana Cooper-Richer, bonjour. Bonjour. Je viens de vous faire entendre Le Puits, une chanson de Vline et Bugy qui est interprétée, vous l'avez évidemment reconnue, par Yves Montand. Ce n'est pas la plus notoire de ses chansons, c'est un enregistrement de 1956. Ce n'est pas la plus notoire de ses chansons, mais il m'a paru qu'elle pouvait, avec cette marche, 3 kilomètres vers le puits, nous introduire assez bien à notre sujet, vous ne trouvez pas ? Oui, et dans cette chanson, on a beaucoup des éléments de l'histoire de la mine et de la vie de la mine. Il y a mis en parallèle la suie et la sueur, les gueules noires, c'est-à-dire les hommes qui travaillent, mais en même temps la gueule pleine de nuit qui est le puits. On a les bennes, on a le combat du fond, on a également le mineur qui aime sa mine, on a la poussière et le bruit, et en même temps on a le mineur qui rentre chez lui, qui se lave dans son baquet et qui mange sa soupe. L'amour. Et il y a l'amour, bien sûr. L'amour des siens, l'amour de sa famille. Oui. Alors c'est tout cela que nous allons restituer ce matin ensemble, cet univers spécifique qui parfois donne le sentiment d'appartenir au passé, mais qui en réalité sur cette planète perdure dans bien des lieux. Et lorsqu'on a évoqué l'affaire du Chili, on a parfois oublié qu'il y avait eu dans le même temps, cette année même, un grand nombre de catastrophes, en particulier en Chine. J'observe qu'il y a eu des coups de grisou qui ont fait 66 morts en Sibérie, 28 en Turquie, 17 en Chine et encore, ça c'est simplement au mois de mai 2010. Et puis beaucoup également, surtout en Chine où le charbon garde une très grande importance. Oui, le charbon garde une très grande importance et surtout je crois que ce qui est à noter, c'est que les conditions de travail, si elles ont changé, laissent quand même demeurer une très très grande part de danger. Le danger qui existait en 1906 est encore présent en 2010 dans beaucoup de régions du monde qui exploitent en profondeur. Il y a eu de catastrophes épouvantables en Chine avec... Alors la plus meurtrière de toutes les catastrophes, c'est une catastrophe qui a eu lieu en Chine en 1942 et qui a laissé 1549 victimes. C'est-à-dire davantage que la catastrophe de Courrières. Cette épouvantable catastrophe de Courrières, par laquelle je voudrais que nous commencions notre conversation, car elle a constitué en soi un drame horrible, et en même temps elle marque une étape dans l'évolution des sensibilités, du regard que la nation peut jeter sur les mineurs, et de l'idée même qu'ils se sont fait de leurs tâches et de leurs spécificités. Voulez-vous, Diana Cooper-Richer, nous aider à faire renaître ce qu'a été cet épouvantable moment de la catastrophe de Courrières? Plus d'1 millier de morts. On est du côté de Lens. Oui, on est à Courrières, dans la commune de Billy-Montigny, le 10 mars 1906, à 6h30 du matin. Toute l'équipe du matin descend à 300 mètres de fond. Et à ce moment-là se produit un coup de poussière. On a découvert maintenant récemment, grâce aux recherches qui ont été faites, que c'est un coup de poussière qui est à l'origine de la catastrophe de Courrières. La poussière qui était en suspension dans l'air... Poussière de charbon, donc poussière inflammable. De charbon inflammable a été sans doute enflammée par une des lampes que portaient les mineurs, qui étaient des lampes nues, et la flamme, au contact des poussières, a créé une explosion gigantesque. Comme il y avait des poussières dans toutes les galeries, tout ceci a créé une immense explosion, un coup de poussière. Et si quelques mineurs ont pu remonter à la surface, il est clair que 1100 étaient emprisonnés au fond et ne pouvaient pas remonter. Donc cette catastrophe va marquer les esprits. Elle va marquer les esprits parce qu'elle va être un rebondissement, un petit peu comme la catastrophe qui s'est déroulée au Chili, mais à une échelle beaucoup plus grande, puisqu'il s'est agi au Chili de 33 mineurs, alors qu'il y en a 1100 qui sont au fond à Courrières. Alors, ces mineurs sont au fond, on les perd de vue complètement, il n'y a pas les moyens modernes pour essayer de les retrouver, et on abandonne les recherches au bout de 4 jours. La compagnie décide qu'il faut arrêter les recherches. Sur quoi arrive une sorte de miracle? Oui, miracle. 3 semaines après,
13 ou 14 mineurs remontent à la surface par leurs propres moyens. Ils ont vécu en buvant leur urine et en mangeant de la viande de cheval, de ces chevaux qui travaillaient au fond. Et 5 jours plus tard, un autre mineur, tout seul, arrive à remonter. Et on découvre aussi qu'il y a des chevaux qui sont encore en vie ou qui vont mourir 1 mois après la catastrophe. Or, les recherches ont été arrêtées. La situation est donc très différente de celle qui a été celle du Chili il y a quelques jours. Mais l'attention portée par l'opinion publique, par le truchement de la presse en particulier, est équivalente. Oui, on peut dire que ce sont 2 catastrophes qui ont été très médiatisées. Parce qu'au moment de Courrières, il y avait, comme au Chili, un campement sur le carreau de la mine, avec les familles qui attendaient, qui étaient dans l'attente de nouvelles, et les nouvelles n'étaient pas celles que l'on avait au Chili. Il y avait la presse, l'illustration, on peut encore consulter l'illustration aujourd'hui. L'illustration se fait le reflet de toute cette catastrophe. C'est un hebdomadaire qui a beaucoup de succès, avec un grand nombre de dessins et déjà de photographies, l'illustration des frères Bachet. Voilà, il y a des dessins qui sont faits sur place. On croque les premiers enterrements et ces obsèques, c'est 800 mineurs qui sont enterrés dès le 14 mars. Et puis, il y a des similitudes aussi sur le plan des secours. On fait appel à l'extérieur parce que la compagnie de Courrières n'avait pratiquement rien pour secourir les mineurs au fond. Donc on va faire appel. Même dans ces années 1906, on va faire appel à des secouristes allemands qui arrivent avec des appareils très spéciaux qui permettent de respirer alors qu'il y a du gaz au fond. Et ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé au Chili où on a fait par exemple appel à des spécialistes de la NASA. Donc il y a des parallèles à faire entre les 2 catastrophes. Le mot de rescapé, on ne le sait pas toujours, date de ce moment-là. La presse parisienne s'est emparée d'un mot wallon, d'un mot vallon, venu d'outre-Quiévrin, venu de Belgique. Et on a parfois aussi utilisé, non pas le mot de rescapé, mais de escapé. Je crois qu'il faut aussi rappeler que le sauvetage qui s'est déroulé au Chili n'est pas le premier du genre, parce qu'on a beaucoup dit ces derniers jours que c'était le premier du genre, mais je voudrais rappeler qu'il y a eu une catastrophe en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Legende, et là, en 1963, il y a eu un éboulement de 500 000 mètres cubes de boue, et qui a fait que 11 mineurs ont été enfermés au fond, pas très profondément, à 58 mètres de profondeur, et on les a remontés au bout de quelques jours dans une espèce de bombe qui ressemble à la nacelle phénix du Chili qui s'appelait Dahlbusch, et on a réussi à la faire remonter dans une nacelle qui ne faisait que 52 cm de diamètre. Et à la sortie, il y avait le chancelier Erhardt et 450 ou 500 journalistes qui les attendaient. Donc ce n'est pas une première comme on a beaucoup entendu ces derniers temps. Beaucoup de questions se posent, évidemment, elles sont posées par l'opinion. Et il y a d'abord la question en effet de la sécurité. C'est-à-dire comment doit-on faire pour éviter, pour diminuer le risque de danger. C'est le fameux grisou. Qu'est-ce que c'est que le grisou ? Le grisou, c'est un gaz qui se dégage au fond. Sans doute, il émane du minerai lui-même. Mais je voudrais aussi rappeler que l'essentiel des victimes dans les mines ne sont pas le résultat de coups de grisou. C'est les éboulements quotidiens qui provoquent le plus de morts. Mais il faut aussi rappeler que les mineurs peuvent être aussi victimes d'incendies qui se répandent, soit par un coup de grisou, mais soit simplement le combustible lui-même qui brûle et qui peut brûler pendant très longtemps. À Commentry, il y a eu un incendie qu'on n'a pas réussi à éteindre pendant 50 ans. Donc il y a les incendies, il y a les inondations, il y a les éboulements et il y a le gaz. Donc il y a beaucoup de dangers dans la mine. Il reste que le grisou continue d'incarner aux yeux de tous le péril majeur, comme le démontre la chanson que je vais vous faire entendre, une chanson qui est antérieure à Courrières, puisqu'elle remonte à 1887, une chanson de Jules Jouy, qui est interprétée ici par Simone Bartel. C'est sur l'air du furet du Bois-Joli. Il court, le grisou, le méchant grisou des mines. Il court, le grisou, nos parents sont dans le trou. Des gamins et des gamines, il est le vrai loup-garou. Embusqué dans les ravines, il guette comme un hibou. Il court, le grisou, le méchant grisou des mines. Il court, le grisou, nos parents sont dans le trou. Embusqué dans les ravines, il guette comme un hibou. Le noir épervier des mines, soudain vous saisit au cou. Il court, le grisou, le méchant grisou des mines. Il court, le grisou, nos parents sont dans le trou. Le noir épervier des mines, soudain vous saisit au cou. Bien mieux que les carabines, il vous tue et d'un seul coup. Il court, le grisou, le méchant
mieux que des carabines. Ils vous tuent d'un seul coup, chez les voisins, les voisines. Ils sèment la mort partout, il court, le grise. Le méchant joue des mines, il court, le grise. Nos parents sont dans le trou, chez les voisins, les voisines. Ils sèment la mort partout, ils brisent dans les chaumines. Le bonheur comme un joujou, il court, le grise. Le méchant joue des mines, il court, le grise. Nos parents sont dans le trou, ils brisent dans les chaumines. Le bonheur comme un joujou, il provoque les famines et prend jusqu'au dernier sou. Il court, le grise. Le méchant joue des mines, il court, le grise. Nos parents sont dans le trou, il provoque les famines et prend jusqu'au dernier sou. Il fait dire aux orphelines et aux orphelins, il court, le grise. Le méchant joue des mines, il court, le grise. Nos parents sont dans le trou. On peut rappeler, Diana Couper-Richet, que Jules Jouy, l'auteur de cette chanson, avait été proche de la Commune. C'était un chansonnier qui se produisait au Chat Noir et qui était donc du côté du mouvement d'une gauche très protestatrice à l'égard du capitalisme, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était un chansonnier poète montmartrois et qui chantait beaucoup de choses sur l'injustice et qui était, je crois, anticlérical. Et sa chanson sur le grisou évoque un certain nombre de thèmes qui sont vraiment proches du monde de la mine et qui viennent s'ajouter à ce qu'il y avait dans la chanson chantée par Montand, par exemple les famines, les orphelines. Il faut rappeler par exemple que le résultat humain de la catastrophe de Courrières, ce sont bien sûr les 1100 morts qui sont restés au fond, c'est-à-dire les ouvriers, les travailleurs, les mineurs, mais qu'il est resté 562 veuves, 1133 orphelins, et que dans l'une des familles, le père et ses 6 fils sont restés au fond, tués par ce coup de grisou. On comprend qu'il y a eu tout à la fois une immense compassion nationale et des protestations, des indignations, des colères, une vivacité sans pareille. Oui, alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler la solidarité que ces catastrophes provoquent, aussi bien à Courrières en 1906 qu'au Chili en 2010. Le monde entier se tourne vers les événements qui se passent au fond de la mine. On attend des nouvelles, on attend des sauvetages. Je me souviens d'avoir travaillé sur la presse anglaise par rapport à la catastrophe de Courrières et j'ai vu que dans cette presse anglaise, il y avait tous les jours des articles sur ce qui se passait dans le bassin minier français. Vous avez évoqué l'anticléricalisme de Jules Jouy. Peut-être a-t-il été un peu ironique à l'égard du télégramme consolateur du pape Pie X qui a été lu après la catastrophe et qui annonce les 33 chapelets envoyés par Benoît XVI tout récemment aux 33 mineurs du Chili. Et c'est vrai aussi qu'à côté de ces chapelets, il y a eu 33 bouteilles de bière envoyées par le nouveau Premier ministre anglais. Monsieur Cameron, voilà. De bière traditionnelle. Donc avec la bière et le chapelet, tout devrait bien aller. Donc compassion, grand mouvement de solidarité et en même temps colère, en même temps indignation. Oui, indignation, colère qui va très rapidement conduire les ouvriers et leurs familles vers un mouvement de grève qui va durer jusqu'au mois de mai, mais qui malheureusement, en dépit de la détermination des ouvriers, se heurtera à un mur de refus de la part de la compagnie et des compagnies. Le mouvement se répandra, bien sûr, à l'ensemble du bassin et dans quelques autres endroits de France, mais les concessions qui seront accordées aux mineurs seront tout à fait mineures. Pourtant, sur la tombe des victimes, on n'avait pas manqué de discours annonçant que tout serait différent après. Je pense en particulier à ce propos d'Émile Bally, qui était lui-même un ancien mineur, député maire socialiste de Lens, et qui dit « Je le jure sur cette tombe qui nous glace d'horreur, sur ces cercueils que des mains tremblantes viennent de retirer d'une fosse pour les descendre dans une autre, justice sera rendue aux morts, justice sera rendue aux vivants, justice sera rendue à l'humanité. » Alors, je crois que justice n'a pas réellement été rendue aux mineurs en général, puisqu'on voit que les conditions dans lesquelles ils travaillent dans certains pays sont encore semblables à celles qui sont décrites dans Germinal et celles qui ont provoqué la catastrophe de Courrières. Par contre, d'une certaine façon, justice a été rendue puisque il y a une mémoire très forte de la catastrophe de Courrières qui est encore vivante aujourd'hui. On en trouve des traces dans la littérature, mais on en trouve encore des traces dans les familles. Beaucoup de familles parlent encore de leurs ancêtres qui ont été victimes de la catastrophe de Courrières. Il y a aussi des répercussions politiques à hauteur nationale. On évoque dès ce moment-là, dans la bouche en tout cas des députés socialistes, la nationalisation, qui n'interviendra qu'après 1945. Oui, la nationalisation, c'est un vieux rêve des mineurs. En fait, les mineurs ne parlent pas pendant très longtemps de nationalisation, mais ils parlent de la mine aux mineurs.
en espérant qu'un jour la mine pourra être exploitée par ceux qui la travaillent. Et il faudra attendre longtemps. Il y a quelques petites expériences de minomineurs qui ont été tentées, comme elles ont été tentées dans les années 80 et un petit peu plus tard, par exemple au Pays de Galles, mais c'est une tâche difficile que de mener ce projet à terme. On ne peut pas exclure néanmoins que la catastrophe de Courrières ait poussé à une certaine évolution dans les comportements sociaux, dans la législation. Après tout, c'est quelques mois plus tard que Clémenceau, devenant président du Conseil, crée pour la première fois un ministère du Travail et de la Prévoyance sociale confié à René Viviani. Oui, et les mineurs, je pense, sont très soucieux de leur protection. Ils savent qu'ils travaillent dans un milieu dangereux, que leur métier est dangereux. Beaucoup d'entre eux, même en n'étant pas tout à fait croyants, se signent avant de descendre chaque matin. Et c'est pas seulement en Pologne, c'est aussi dans d'autres pays. Et c'est vrai que les mineurs ont été soucieux de se protéger et d'obtenir de l'État qu'il les protège. C'est pour cette raison sans doute que dès 1890, il y a eu des délégués à la sécurité minière, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés ou déchargés d'une partie de leur travail pour descendre dans la mine, voir dans quelles conditions les mineurs allaient travailler. Une étape importante dans l'histoire de la législation sociale. Oui, c'est une étape importante et c'est vrai que, par exemple, certains délégués à la sécurité minière comme Rick ont joué un rôle important lors de la catastrophe de Courrières. Ils ont prévenu les compagnies qui avaient du danger. La compagnie n'en a pas tenu compte, mais ces délégués existaient. En 1894, une nouvelle loi a été votée qui prévoit une retraite et puis qui rend plus cohérent le système des caisses de secours minières. Et puis en 1914, l'ensemble est encore amélioré. Et il sera encore amélioré en 1947 avec le statut des mineurs et la vraie sécurité sociale minière. Donc ça a été un combat de tous les instants pour les mineurs, se protéger et obtenir que les compagnies et l'État participent au financement de ce système. Alors pour ne pas rester trop abstrait, Diana Cooper-Richet, je voudrais que nous restituions ce qu'était ce travail dans la mine. Et pour le faire, cette ambiance spécifique, ce monde de dureté, de courage et de peur. Le mieux, je crois, est de donner la parole à un ancien mineur, qui est Jean Wisniewski, et qui s'exprime en 1997 dans une émission de France Culture, Lieu de mémoire. La productrice est Marion Thibat. Il faisait chaud au fond de la mine. Il faisait très chaud. Parfois, j'ai déjà travaillé même par 40 degrés de chaleur. On était très peu vêtus. On avait une petite culotte sale, disons, rangée par la sueur. Et autour de notre ventre, on serrait une serviette éponge. Pourquoi? Parce que pour recueillir toute la sueur qui descendait le long de notre corps. C'était, disons, infernal de travailler dans ces conditions-là. Et on était obligé de boire parfois jusqu'à 6 litres d'eau pour pouvoir compenser cette sueur qui nous descendait là, tout le long de notre corps. Et on avait aussi, disons, des bottines. Et là aussi, on les ceinturait avec des étoffes afin que la sueur ne descende pas à l'intérieur de nos pieds. Vous étiez à l'abattage, c'est-à-dire que vous étiez allongé presque Oui, parfois on était allongé et on ne pouvait pas se mettre, disons, sur le côté. Pourquoi? Parce que c'était trop bas. Souvent, on disait en termes de mineurs, une hache et 4 doigts, ça représentait environ 60 cm. Et que c'était presque impossible. Et on ne pouvait pas manier non plus une pelle, car le manche était... Ou alors il fallait couper le manche, et on ne pouvait pas charger à ce moment-là dans les couloirs oscillants. Les couloirs oscillants, ce sont ces couloirs qui bougent sans cesse et qui poussent le charbon qu'on y introduit dedans. Le mineur était obligé de jeter le charbon dedans, et donc ce charbon descendait par saccades pour arriver en bas de la galerie. Et là, il était chargé dans des berlines, et ce sont les galibots qui poussaient ces berlines-là, finalement, qui remontaient au jour. Donc le mineur, dans cette position-là, c'était terrible. Ça bougeait, en plus, dans la mine. Oui, il arrivait souvent vers 5 heures du matin que le terrain bougeait, car ça correspond un peu à la rotation de la Terre. Donc au fond de la mine, les terrains bougeaient. Et à ce moment-là, ça craquait, on entendait les étais crier, et les bois en bois se compressaient sur la puissance, sur la force, disons, de ces roches qui voulaient descendre absolument. C'était terrible, c'était effrayant même. Parfois, on entendait des bois qui claquaient d'un seul coup. Alors parfois, on est obligé de se sauver, finalement, parce que le danger était trop pressant,
est beaucoup trop grave. On était à peine à 60 cm entre la terre et le sol. Et finalement, on avait toujours peur que ça s'écrase. Dans la peur, l'imagination trotte, comme on dit. Et dans notre tête, tout se précipite et la peur s'installe. Bon, et on essayait quand on travaillait, on oubliait finalement la peur s'estomper à ce moment-là. Vous éprouviez de la fascination aussi? Vous voyez, beaucoup de fascination et beaucoup de choses. Parce qu'entre autres, lorsqu'on travaillait au fond de la mine et que les installations s'arrêtaient et qu'on ne pouvait pas charger de charbon, à ce moment-là, on regardait un peu, disons, dans les stapes. Les stapes, c'est l'endroit où les cailloux tombaient. Et là, on avait un grand livre ouvert sur la vie qui s'était passée antérieurement, il y a des milliards d'années peut-être. On y voyait des fossiles. Vous voyez, finalement, on apprenait beaucoup de choses. C'est ça qui fascinait des mineurs, de revoir des fougères, des fois des roseaux, hein, des milliers d'années devant nous, là, fixés à jamais. On essayait de le récupérer et ça nous donnait, disons, une certaine connaissance des choses qui se s'étaient déroulées il y a bien très longtemps. On l'écouterait longtemps, n'est-ce pas, Diane Cooper-Richer, ce mineur qui restitue cette dureté du métier, en même temps quelque chose comme une tendresse, une curiosité pour la très longue durée. Vous avez fréquenté beaucoup de mineurs en préparant votre livre, Le peuple de la nuit. Vous vous reconnaissez dans l'expression de celui-ci en particulier? Oui, je crois que Jean Wisniewski évoque peut-être tous les aspects du travail du mineur et de la vie du mineur. Là, il parle du fond. Il parle à la fois du danger et de la peur, avec le terrain qui bouge, les bois qui crissent parce qu'ils sont tendus, poussés par les forces des galeries qui elles-mêmes bougent, comme il le disait, à cause de la rotation de la Terre. Il parle aussi de la position inconfortable dans laquelle travaillent très souvent les mineurs, dans des galeries qui font à peine 60 cm de haut et dans lesquelles ils ne peuvent même pas s'asseoir. Il parle de la chaleur dans laquelle travaillent ces ouvriers, de leur peur, de la soif. Mais il parle aussi, et ça c'est intéressant parce que je crois que tous les mineurs que j'ai rencontrés en parlent également, c'est de la fascination qu'ils éprouvent pour leur métier, d'une certaine fierté qu'ils ont longtemps éprouvée jusqu'à ce que les modes de travail, les méthodes de travail évoluent et soient vraiment très mécanisées, auquel cas ils ne peuvent plus exercer leur force physique et les talents de leur métier. Ils parlent aussi du fond, des objets qu'ils trouvent au fond, enfin des pierres, des fossiles, et beaucoup de mineurs collectionnent ces fossiles et ont un amour particulier pour ces fossiles. Je voudrais aussi évoquer l'amour que les mineurs ont longtemps eu pour les animaux qui sont au fond. Très souvent, on a utilisé des chevaux, des ânes, pour tirer les bennes de charbon vers l'ascenseur qui allait remonter ce charbon à la surface. Qui restait jusqu'à leur mort en profondeur, qui ne reverrait plus jamais la lumière du jour. Voilà, il y a des écuries et donc les mineurs passent là un moment de tendresse une fois par jour. Souvent, il y a un chat, il y a quelques souris et ça a un côté humain. Le fond devient humain dans cette écurie. C'est un univers très hiérarchisé que cette mine du 19e siècle, à l'époque de la Révolution industrielle, avec des tâches très, très spécifiques. Oui, alors je crois qu'on peut dire qu'il y a deux hiérarchies à l'intérieur de la mine. Il y a la hiérarchie qui sépare d'abord la surface du fond, et puis il y a la hiérarchie des métiers eux-mêmes, avec en haut de cette hiérarchie, bien sûr, le métier de piqueur, celui qui arrache le charbon à la veine. Ça, c'est l'aristocrate. C'est l'aristocrate, c'est celui qui connaît la mine. D'une certaine façon, il a une connaissance qui n'est pas théorique, comme serait celle de l'ingénieur, voire du porion. Le porion, ça veut dire? Le porion, c'est le contremaître qui a une intelligence technique de la mine. Le mineur, il a une intelligence pratique. Le piqueur connaît la mine parce qu'il a évolué de tous les métiers de galibot, c'est-à-dire le petit jeune homme qui ramasse le charbon, jusqu'à celui qui va aller piquer à la veine. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur cette hiérarchie entre la surface et le fond. Oui. Généralement, on passe de la surface vers le fond par un voyage qui est un voyage initiatique dont on parle souvent en disant que c'est une descente aux enfers. Il y a eu quelques très belles descriptions de cette descente aux enfers qui ont été faites par des gens extérieurs à la mine. Il y en a une qui date de 1866 qui est parue dans le Figaro et qui est celle de Jules Vallès. Le grand Jules Vallès qui était l'auteur de L'Enfant, qui était un personnage tout à fait emblématique du combat social de ces années-là. Et lui
a été ensuite suivi dans ce voyage initiatique, dans cette descente aux enfers par Zola en 1884. On en trouve la trace dans ses carnets d'enquête. Il descend au fond au moment de la grève de 1884 à Anzin, avec un ingénieur du nom de Mercier. Puis je voudrais aussi rappeler quand même le souvenir de Séverine, qui est descendue en 1890 dans une mine de la Loire. Eh bien, donnons-lui la parole à Séverine. Elle était la disciple de Jules Vallès, l'enfant chéri de Jules Vallès. Elle écrit « Du noir et du noir, troué vaguement par le lumignon de la lampe que chacun de nous tient à la main. Un vacarme effroyable nous assourdit, une pluie glaciale nous inonde les épaules. Elle est affreuse, cette descente, qui dure 6 éternelles minutes, 1 minute par 100 mètres. Un choc violent, 2 autres petites lampes se meuvent devant nous dans les ténèbres. Nous sommes arrivés. » Donc Séverine est descendue 600 mètres. C'est presque comme les mineurs du Chili. Pour beaucoup de jeunes mineurs qui descendent enfants, qui descendent entre l'âge de 10, 12, 13 ans, les jeunes garçons, c'est un voyage vraiment d'intronisation dans le métier. Ça provoque chez eux de l'effroi, de la peur. Une fois qu'ils sont descendus une fois, ils appartiennent désormais au métier de mineur et ils peuvent progresser dans cette hiérarchie des métiers. Sans jamais se défaire de cette peur, semble-t-il. Non, sans jamais se défaire de la peur. On voit bien dans le témoignage qu'on vient d'écouter, cet homme se souvient avant tout peut-être des terribles conditions dans lesquelles il travaillait et de la peur que provoquait son métier chaque jour lorsqu'il descendait dans le puits. Vous évoquez le contraste, l'opposition entre le fond et la surface. On le trouve évoqué, je ne sais pas si on peut dire magnifié, en tout cas rappelé dans cette chanson de 1944 d'Édith Piaf, qui s'appelle « Coup de grisou », une chanson de Luché. Vous la connaissiez ? Non, je ne connaissais pas cette chanson, mais je la trouve très très belle. Et je trouve qu'elle met bien en opposition le noir et la lumière, qui sont vraiment les deux éléments de la vie du mineur. Le noir, la saleté, le charbon, l'obscurité, et la lumière, la clarté qu'il aime retrouver une fois que son travail est fini. Aussi, dans cette chanson, on voit bien le désespoir et la violence de ces vies de mineurs, la violence des sentiments, la violence du métier et la manière dramatique dont il met fin à sa vie. Il y a aussi la présence de la tendresse, la présence de la femme. Il faut que nous évoquions un moment la femme du mineur. Alors, les femmes de mineur, on dit souvent dans le milieu minier que la femme du mineur est une femme de seigneur. On dit aussi souvent que le mineur ne peut pas vivre sans sa femme, parce que la femme, c'est le pilier de la vie familiale. Si, par exemple, dans une famille de mineurs, il y a un père et plusieurs fils qui travaillent à la mine et qui n'appartiennent pas au même groupe, par exemple le groupe du matin, le groupe de l'après-midi, la femme va être debout à 3h ou 4h du matin, elle va préparer le briquet, c'est-à-dire le casse-croûte de son mari ou de ses fils qui partent à l'équipe du matin. Briquet, le mot vient du nom d'un député qui avait poussé à ce que soit organisé ce type d'alimentation. Alors, la femme va donc s'occuper de la première équipe. Elle va ensuite préparer les enfants plus jeunes qui vont à l'école. Elle va ensuite préparer ceux qui partent pour l'après-midi. Entre-temps, elle va aller chercher les légumes dans le jardin. Elle va préparer la soupe. Elle va mettre de l'eau à chauffer pour les premiers qui vont rentrer et qui, comme dans la chanson de Montand, veulent se mettre dans leur baquet au jour, se laver, devenir propre, se débarrasser de la poussière de charbon. Mais la femme de mineur, elle est aussi prise dans un étau qui a été préparé pour elle par les compagnies, afin qu'elle soit bien dirigée dans sa vie. Le lundi, par exemple, dans le Coron, qui est ce long alignement de bâtiments qui ont été construits par les compagnies pour loger leurs ouvriers, être sûr que ces ouvriers restent à la compagnie et continuent à travailler pour eux. Donc, on va leur faire le lundi la lessive, le mardi le ménage, le jeudi tout le monde va faire cuire son pain. On va ensuite avoir des jours pendant lesquels les femmes toutes sortent de leur maison et nettoient les rues qui appartiennent aux compagnies et tout le monde fait ça en même temps et elles auront peut-être une petite journée au cours de laquelle elles pourront aller prendre le café chez une de leurs voisines. Mais la vie de la femme de mineur est entièrement rythmée par le rythme imposé par le travail de la mine. Cette organisation délibérée d'une communauté un peu fermée sur elle-même par les compagnies, c'est un élément important et qui explique peut-être aussi pourquoi l'accueil a parfois été rugueux envers les travailleurs étrangers qui, à un moment donné, ont été recrutés. Les travailleurs étrangers arrivent avec d'autres habitudes. Les travailleurs étrangers arrivent souvent seuls.
Ils ont une façon de vivre, ils ont une façon de travailler, ils ont une façon de manger qui ne correspond pas aux coutumes, à la sociabilité qui est celle de la mine et qui a été forgée au cours du siècle. Les Polonais, par exemple, qui arrivent en grand nombre dans le Nord, sont directement concernés par ce que vous dites. Ah oui, bien sûr, les Marocains, les Polonais vont vivre entre eux avec leurs habitudes. Les Polonais arrivent avec leur société de gymnastique, ils arrivent avec leurs propres curés, avec leurs propres religieuses. Ils ont leurs écoles, ils ont leurs journaux et ils vivent entre Polonais pendant très longtemps, jusqu'à bien sûr se mêler un peu avec la population locale. Je voudrais que nous nous attachions maintenant à évoquer ce qu'était cette culture spécifique du monde des mineurs et la manière dont d'ailleurs elle a été parfois mythifiée au dehors par la littérature. Alors, la culture du peuple de la nuit, c'est une culture métissée. D'abord, il y a un socle de traditions rurales qui ont été remodelées par l'industrialisation. Oui. Alors, il y a un socle de traditions rurales. Ils vont puiser, par exemple, un certain nombre de leurs jeux, le tir à l'arc, la soule, le bestiaire, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple élever des pigeons, ce qui est une tradition relativement locale. Ils vont aussi élever des pinsons pour leur champ, et puis on va faire concourir ces pinsons. Ils vont aussi puiser dans les traditions locales pour les fêtes, le carnaval, les foires, là, les on parle ducasses. surtout du Nord, naturellement. Oui, mais aussi, par exemple, les vogues. Ce sont des fêtes que l'on retrouve dans les bassins du sud de la France. Ensuite, il y a les traditions vraiment paysannes. Et on le retrouve dans la culture du jardin, on le retrouve notamment dans ces mineurs qui vont rester longtemps des paysans, mineurs et paysans en même temps. Je dirais que jusque dans les années 1880, certains mineurs vont donner la priorité au travail agricole sur le travail de la mine. Donc s'il y a par exemple une moisson à faire, eh bien ce jour-là, ils n'iront pas à la mine, ils vont faire la moisson. Double métier. Double métier, double journée. Double appartenance en quelque sorte à deux mondes en même temps. Et il va y avoir un élément supplémentaire qui va s'y ajouter, c'est toute la culture qui va se développer autour des syndicats, avec les grèves, les manifestations, les cafés politiques, autour des partis politiques, par exemple le Parti ouvrier français, plus tard le Parti communiste français. Jules Guesde est du Nord. Voilà, Jules Guesde est du Nord. Il y aura beaucoup de militants du Parti ouvrier français dans la commune d'Avion, par exemple. Et puis, les mineurs vont s'accommoder d'un certain nombre de choses qui leur sont imposées. Par exemple, les compagnies veulent imposer une pratique religieuse. Alors les mineurs ne veulent pas, bien sûr, froisser les compagnies parce que ça leur vaudrait, dans bien des cas, un renvoi. Ils vont effectivement faire la communion à leurs enfants, se marier religieusement, mais ils se marient souvent religieusement après avoir eu plusieurs enfants. Ils font la Sainte Barbe, qui est la sainte qui protège les mines, mais ils font la Sainte Barbe pas vraiment sur le plan religieux, mais plutôt pour faire la fête entre eux. Dans le Nord, il y a aussi une spécificité langagière. Il y a certaines manières de parler qui constituent aussi un élément de cette complicité. Et ça leur donne une possibilité de parler entre eux et de rester entre eux avec leur propre langue. Le rouchi, qu'est-ce que c'est que le rouchi ? Le rouchi, c'est un patois du Nord dans lequel on a ajouté un certain nombre de mots techniques qui proviennent du travail de la mine. Vous évoquez les combats syndicaux, les batailles sociales. Alors naturellement, il faut faire une place à Germinal, qui a joué un rôle fondamental, Germinal de Zola, pour faire mieux connaître les mineurs au reste de la société et d'une certaine façon faire une prise de conscience des mineurs eux-mêmes sur ce qu'ils étaient. Il y a eu au moins 3 grands films tirés du Germinal de Zola, qui est publié en 1886, le film de Capellani, et puis plus récemment, il y a une quinzaine d'années, le film de Claude Berry, de regretté Claude Berry. J'ai choisi un extrait de celui d'Yves Allégret, qui est de 1963, où on retrouve Bernard Blier dans le rôle du directeur et Jean Sorel dans le rôle de Lantier. Monsieur le directeur, c'est parce que je suis un ouvrier, comme vous dites, que les camarades m'ont chargé. Enfin, voilà, c'est pas la révolte que nous voulons. C'est la justice. Une belle chose, mais... Continuez. Notre situation est toute simple. On travaille 12 heures par jour et on crève de faim. Oui, vous faites un métier très dur et qui devrait être mieux payé. Mais nous traversons une crise terrible. Monsieur Hennebeau, crise ou pas crise, notre vie est toujours la même. Avec vos nouveaux tarifs, il nous sera encore plus difficile de joindre les deux bouts. Alors, votre barème, on le refuse. Pardon ? La compagnie peut écrire tout ce qu'elle veut sur ses affiches. Nous, on refuse. Voilà.
C'est dit. Alors la compagnie n'est plus libre de décider ce qu'elle veut? C'est ça qui doit changer. Je vous en prie, ne parlons pas tous à la fois. Et voyons, avec ces nouveaux tarifs qui provoquent votre colère, ce que veut la compagnie, c'est assurer votre sécurité. C'est gentil de sa part. Mais elle veut que ce soit nous qui la payons. Évidemment, puisque c'est la vôtre. À partir d'ici, j'ai mieux que notre camarade Lantier vous explique lui-même. Mais vous avez raison. Mieux vaut entendre le vrai meneur. Celui qui se cache derrière les meilleurs ouvriers. Je ne me cache pas, monsieur Hennebeau. En appliquant les nouveaux tarifs, la compagnie nous reprend ce qu'elle a l'air de nous donner. Et avec un bénéfice encore. Non. Mon idée, c'est que notre sécurité, c'est à vous de la payer. Ça, c'est nouveau. Justement. Nous ne discutons pas des tarifs, mais d'un principe. Quand on envoie des hommes creuser sous terre, c'est à la compagnie d'assurer leur sécurité. Et puis quoi encore? Mais pendant que nous rêvons, pourquoi ne pas continuer? Ça serait agréable, n'est-ce pas, de ne travailler que 10 heures par jour, de toucher les pensions. Trêve de plaisanterie. Si vous prenez des risques, la compagnie aussi, elle a des accidents. Pas les mêmes, monsieur Hennebeau. Je vous en prie, Lantier. Nouveau venu parmi nous, vous montez la tête à de braves gens avec des idées d'association, de sécurité, de caisse de secours, de solidarité internationale. Je sais ce que je dis. Tout ça mène vos camarades à la pourriture socialiste. Et vous venez à 8 me demander la Lune? Nous ne demandons pas la Lune, nous voulons notre sécurité. Nous vous prévenons que pour l'obtenir, nous sommes décidés à nous mettre en grève. Alors votre réaction, Diana Cooper-Richer, on comprend en écoutant cet extrait que Germinal ait pu avoir un formidable écho pendant des décennies et aujourd'hui encore soit très présent dans l'idée que les Français se font de la mine. J'ai le sentiment qu'il y a un après Germinal et un avant Germinal. D'une certaine façon, Germinal a donné une légitimité aux mineurs, au métier de mineur. Elle les a montrés dans la difficulté de leur travail, dans leur courage, mais aussi, bien sûr, dans leur misère. Ce qui est intéressant aussi à dire concernant les romans consacrés à la mine, c'est que Germinal n'est pas le premier roman consacré à la mine. Germinal vient dans une longue suite de romans et de nouvelles qui ont été écrits entre 1866 et 1885 par différents auteurs. Par exemple ? Par exemple, le premier d'entre eux, c'est Libertet, qui était un des papes du feuilleton sous le Second Empire et qui a écrit un roman, le premier du genre, qui s'appelle Les Houilleurs de Poligny et qui a en quelque sorte fixé les clichés, tous les clichés du roman de la mine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, Zola travaillait au service de la publicité chez Hachette et qu'il avait été chargé de faire le compte-rendu de ce roman. Dans une petite brochure publiée par Hachette, il disait justement que ce roman était très caractéristique du monde de la mine et qu'il montrait bien tout ce qui se passait dans ce milieu, les dangers, mais aussi les côtés, une certaine tendresse, puisque ça se termine bien sûr par une histoire d'amour. C'est un feuilleton typique du 19e siècle. Donc, je considère qu'il y a eu, avant Germinal, une certaine standardisation du sujet de la mine. Donc Zola, bien sûr, d'une manière tout à fait géniale, va cristalliser tout le milieu dans son roman. Et ce roman, progressivement, les mineurs vont se l'approprier, vont considérer que c'est leur roman, ils vont s'en réclamer, et à partir de là, ils vont être conduits, pour un grand nombre d'entre eux, on peut considérer que pour un métier manuel, il y a beaucoup d'écrivains chez les mineurs, environ 80, ce roman va les conduire sur le chemin de l'écriture. C'est un cas assez unique dans le monde ouvrier. Je ne crois pas qu'il y ait le cas semblable. J'ai interrogé des collègues qui travaillent sur d'autres milieux, notamment dans les chemins de fer. Il y a eu quelques écrivains qui appartenaient au monde des chemins de fer, mais il n'y a pas eu d'autres métiers semblables, aussi durs et aussi manuels, qui est connu autant d'écrivains. On peut évoquer le cas de ce célèbre Jules Mousseron, qui propose une sorte de légende rose, une mine conviviale et solidaire. Alors, effectivement, je crois qu'il y a plusieurs légendes du mineur et de la mine. Il y a la légende que nous venons d'évoquer, qui est celle de Germinal, c'est la légende noire, que l'on retrouve chez d'autres écrivains, notamment des écrivains belges francophones, comme Constant Malvat ou comme Charles Nisol. Mais j'ai été intéressée d'apprendre qu'il y a eu aussi un naturaliste chilien, mineur lui-même, qui s'appelait Baldomero Lillo, qui a écrit en 1905 une série de nouvelles consacrées
à la mine. Ces recueils de nouvelles ont fait l'objet d'un film qui a été tourné par un Chilien en 2003. Écoutez, cela vient très bien dans notre rapprochement entre la France et le Chili récent, et l'épopée des 33 mineurs. Ce qui est intéressant, c'est que Lilo avait été mineur lui-même et que son père avait participé au Gold Rush en Californie. On retrouve le même phénomène au Pays de Galles, on retrouve le même phénomène de l'écriture chez les mineurs de Soufre en Sicile. Donc il y a vraiment une écriture qui semble être provoquée à la fois par l'environnement dans lequel travaillent les mineurs et peut-être aussi par un effet libérateur de Germinal. Alors je disais des légendes, je crois qu'il y en a 3 de légendes de la mine. Il y a la légende noire, celle de Germinal, il y a les légendes roses qui est celle de Mousseron. Mousseron, ce chanteur, poète, mineur lui-même, qui a travaillé 45 ans au fond et qui, tous les dimanches, se produisait dans des one-man shows où il chantait le bonheur d'être mineur. En quelle langue ? Alors, en rouchi d'abord, en français ensuite, pour gagner une plus grande popularité à travers la France. Il voulait donner l'image d'une mine solidaire, d'une mine conviviale, d'homme de courage. Et Mousseron, avec sa légende rose, on le retrouve aussi dans un certain nombre de feuilletons qui ont été écrits sur la mine et qui participent plutôt de cet aspect légende rose que de l'aspect légende noire. Et la troisième veine, alors ? Alors la troisième veine, je crois que c'est une veine dont on pourrait trouver l'origine dans le mouvement communiste international, autour de la légende Stakhanov, qui est à la fois une légende et une réalité. Donc ce mineur du Donbass en Russie, qui était capable en 1935 de produire 14 fois la norme et de sortir en 6 heures 102 tonnes de charbon. Alors c'est peut-être aussi une légende. Mais il semble que oui, d'après les recherches récentes. Je crois que c'est plutôt une légende, mais enfin elle a été beaucoup véhiculée. Et cette légende, c'est celle du mineur rédempteur. C'est une légende glorifiée, un mineur qui est capable de sauver l'humanité. Et c'est une légende qui a été beaucoup développée au cours de la bataille du charbon après la Deuxième Guerre mondiale et qui a été relayée par un certain nombre d'artistes, notamment par exemple par André Fougeron en 1951 qui a fait un certain nombre de tableaux commandés par le Parti communiste français, regroupés dans un ensemble qui s'appelle le Pays des mines. On trouve aussi des poèmes d'Aragon, d'Éluard. Mais puisque vous évoquez ce moment, eh bien, je vais vous faire entendre, car en effet c'est important, je vais vous faire entendre Maurice Thorez, qui était le chef du Parti communiste à ce moment-là et qui était en même temps vice-président du Conseil dans les gouvernements de 1946. Après avoir été ministre d'État, il va haranguer des mineurs en août 1946. Le 1er août 1946, on est en Normandie et il faut rappeler que peu auparavant, les charbonnages ont été nationalisés. Maurice Thorez. Pour le grand combat de la Renaissance, nous nous étions d'abord adressés aux mineurs, parce que le charbon est le pain de l'industrie, parce qu'il est à la base de notre relèvement. Depuis l'appel de Vasier, c'est-à-dire depuis juste une année, la production charbonnière a augmenté de plus de 50%, avec environ 160 000 tonnes chaque jour. Nous dépassons de 8% le niveau d'avant-guerre. Succès remarquable. La France est le seul pays, à l'exception de l'Union soviétique et de la Pologne nouvelle, qui puisse s'enorgueillir d'un pareil résultat. En Angleterre, en Belgique, où les houillères n'ont pas été nationalisées, répondez cela à ceux qui critiquent les nationalisations. La production reste de beaucoup inférieure aux chiffres d'avant-guerre. Il convient de féliciter nos mineurs qui n'ont ménagé ni leur peine, ni leur fatigue, et parfois leur vie. Ils sont demeurés à la pointe du combat pour la reconstruction, comme ils avaient été à la pointe du combat contre l'envahisseur. Eux qui, dès avril 1941, 100 000 se mettaient en grève dans le Nord et le Pas-de-Calais. La victoire du charbon a permis de rallumer les hauts fourneaux, d'alimenter les locomotives, de faire marcher les filatures et les usines de produits chimiques.
Vous en avez ressenti, camarades de Rouen, les effets heureux. Il faut rappeler, Diana Cooper-Richet, que Maurice Thorez lui-même était originaire du milieu de la mine, comme il l'a expliqué et dit dans ce grand best-seller communiste qui a été son autobiographie, Fils du peuple. Oui, il a passé, je crois, 245 ou 246 jours à travailler au fond. Effectivement, il a une certaine légitimité de mineur. Et ce qui est intéressant dans le discours de Maurice Thorez, c'est qu'il rappelle la part que les mineurs ont joué pendant la résistance, les efforts qu'ils produisent pour la reconstruction. Mais pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, en fait, ces mineurs qui entrent dans la légende dorée dont je viens de parler sont condamnés. En France et dans la plupart des pays d'Europe, elles sont condamnées à changer radicalement leur mode de production ou à fermer. Et en France, dès le mois de juin 1960, il y a des plans d'adaptation qui sont annoncés et les mines vont progressivement fermer et la dernière fermera en 2005. Mais c'est vrai que la mine est très très vivante dans beaucoup d'autres pays. On l'a vu récemment au Chili, mais il y a eu quelques jours après un accident mortel en Bolivie. En Chine, les mines sont très actives. Il y a, je crois, entre les mines privées et les mines d'État en Chine, environ 2400 mines qui fonctionnent. Il y a énormément de mines, bien sûr, en Inde, qui travaillent selon des méthodes tout à fait archaïques et très dangereuses. Et puis, on a à l'opposé les mines australiennes qui utilisent pratiquement aucune main-d'œuvre, qui n'utilisent que des machines. Il n'y a plus de mineurs à proprement parler. Non, en Australie, il n'y a pas de mineurs, donc il n'y a pas de danger. On fait travailler soit des machines au fond, soit on fait des mines en découverte, c'est-à-dire des mines ouvertes dans lesquelles on fait rentrer ces grandes haveuses qui raclent le charbon et ne travaillent pas avec des hommes, donc sans danger. À propos du discours de Maurice Thorez, on doit rappeler que 2 ans plus tard, le monde des mines a été secoué par des grèves violentes, insurrectionnelles, quasiment insurrectionnelles. Il est vrai qu'entre-temps, les communistes avaient quitté le pouvoir. Et puis il y a la fameuse grève de 1963, à l'époque de la présidence du général de Gaulle, qui a connu à ce moment-là la plus grande baisse de popularité que l'on ait pu observer. Il en parle dans ses mémoires d'espoir. J'ai envie de vous lire ce qu'il en dit. Les mineurs sont fiers, ils le sont de leur métier, auquel son caractère rude et dangereux confère une noblesse particulière. Ils le sont de la sympathie dont, pour la même raison, la population les entoure. Ils le sont de leur rôle, exceptionnel dans la nation, tant que celle-ci a, au premier chef, besoin d'eux. C'est pourquoi, si dure que leur soit la mine où ils arrachent le charbon péniblement, dans les ténèbres, menacés et parfois victimes d'éboulements, de coups de grisou, de silicose, ils y tiennent profondément. D'ailleurs, divers avantages de salaire, de retraite, de logement qui leur sont attribués contribuent à les y attacher. Pour des motifs qui sont d'ordre moral en même temps que matériel, ils ressentent donc les mesures restrictives non pas seulement comme un tort infligé à certains d'entre eux, mais encore comme une injustice et une erreur à l'égard de leur vocation. Aussi sont-ils massivement disposés à agir pour amener l'autorité à résipiscence. Fin de citation. Cette histoire finale pour la France, c'est un monde qui disparaît, scandé par ces tensions bien naturelles, ces chagrins, ces douleurs, ces affrontements. Et en même temps, il me semble qu'il reste très présent dans la sensibilité française aujourd'hui encore. Oui, je crois que ce qui était intéressant pour moi, c'était de pouvoir travailler sur la vie, le début, la naissance d'un métier et la disparition de ce métier. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était une vie entière. Et c'est assez rare. Si on prend les boulangers, ça ne s'arrête pas. On continue à avoir du pain, peut-être sous d'autres formes. Mais en tout cas, pour les mineurs, c'était assez particulier. Et c'est vrai aussi que le métier de mineur et le monde de la mine appartient à la symbolique de tous les Français. Je pense que beaucoup de gens connaissent Germinal, sont attachés à ce monde et le connaissent. Merci beaucoup. C'est le monde que vous avez restitué dans votre bel ouvrage « Le peuple de la nuit ». Mines et mineurs en France, 19e, 20e siècle, qui est paru en 2002 chez Perrin et qui, me dites-vous, va être repris en livre de poche chez Tempus. Peut-être, qui sait, on peut rêver. Est-ce le fruit de cette émission ? Espérons. Je voudrais signaler aussi l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, qui est édité par le Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais, qui s'intitule « 10 mars 1906, compagnie de courrières, enquête sur la plus grande catastrophe minière
d'Europe. Vous retrouverez naturellement toutes ces informations et les références des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site à la page Concordance des temps de France Culture. Vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. Samedi prochain, toujours en rediffusion, une émission intitulée Descartes, symbole national et mythe universel, avec François Azouvi. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec le concours de Meryl Moneghetti, avec Camille Boulnois, Véronique Amiot à la prise de son, Jérôme Bonnetin, et pour